Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais faire la critique d'une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Via Felicia Cynthia. Si vous me suivez, vous vous rappelez peut-être d'une vidéo que j'avais déjà critiquée d'elle l'année dernière. C'était une vidéo où elle nous parlait de la candidose et où elle nous racontait des énormités. Elle nous disait que la candidose n'était pas aggravée par la consommation de sucre, mais par la consommation de graisse. Et elle nous expliquait aussi qu'on pouvait guérir la candidose en 15 jours en ayant une alimentation riche en sucre et faible en gras. Alors déjà tout ça c'est déjà choquant en soi parce que ça montre qu'elle n'y connaît absolument rien sur ce sujet, mais pour plus de détails allez voir ma vidéo critique de cette vidéo, je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. Mais ce qui m'avait le plus choqué sur sa vidéo sur la candidose, c'était dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui lui avait demandé ses sources et elle avait mis le lien d'une étude sur le lien entre le sucre, un régime riche en sucre, et la candidose. Et cette étude était censée confirmer ce qu'elle nous racontait dans la vidéo. Alors que, en cliquant sur l'étude et en la lisant, l'étude disait l'exact opposé de ce qu'elle affirmait dans sa vidéo. Elle affirmait qu'un régime riche en sucre vous débarrasse d'une candidose, alors que l'étude écrivait noir sur blanc que c'est un régime riche en sucre qui aggrave la candidose. Et c'est ça qui m'avait le plus choqué, c'est que de 1, elle balance une étude sans même l'avoir lue, ou peut-être qu'elle l'a lue mais qu'elle n'y a rien compris. Et de 2, ce qui m'avait aussi choqué, c'est la personne qui lui avait demandé ses sources, elle reçoit ce lien et elle n'avait rien répondu, ce qui prouve qu'elle n'avait même pas cliqué sur le lien et elle n'avait même pas lu l'étude. Juste qu'on lui balance un lien, ça lui suffisait pour accepter ce que racontait cette fille dans sa vidéo. Mais donc aujourd'hui j'ai voulu critiquer une autre de ses vidéos, c'est sa vidéo la plus populaire, la plus vue sur sa chaîne, qui s'intitule Comment soigner l'impuissance et retrouver sa libido, enfin un remède naturel. Alors il faut garder en tête que cette youtubeuse, donc Via Felicia Cynthia, elle a des biais vraiment énormes. À chaque fois qu'elle affirme quelque chose et dans toutes ses vidéos, elle va les affirmer par rapport à ses biais, à travers ses biais. Quels sont ses biais? Cette youtubeuse est une végane ou végétalienne. Elle est vraiment contre la consommation de produits animaux et elle suit un régime high carb, low fat, c'est-à-dire riche en glucides et pauvre en gras. Donc voilà ses biais. Dans toutes ses vidéos, elle va vous expliquer que manger énormément de glucides, c'est bon pour la santé, que la graisse, toutes les graisses et en particulier les graisses animales sont mauvaises pour la santé et que tous les produits animaux, la viande, etc., c'est mauvais pour la santé. Ça, c'est ses croyances et tout ce qu'elle nous dit sur sa chaîne, c'est à travers ces croyances-là. Donc là, ce qu'elle va nous expliquer dans cette vidéo, ça vous allez l'écouter, hein, mais elle va nous expliquer que pour avoir une meilleure libido et pour retrouver une érection santé chez les hommes, il faut arrêter de manger de la viande. C'est ce qu'elle va nous expliquer dans cette vidéo, mais je vais vous laisser écouter. Elle va nous citer 3 études. Donc les études sont ici dans la description sous sa vidéo. 1, 2, 3. Et vous allez voir que à chaque fois qu'elle affirme quelque chose, elle dit que c'est en rapport avec une des études. Qu'est-ce que j'ai fait et que ce que tout le monde devrait faire, c'est aller lire ces études pour voir si ça correspond à ce qu'elle dit. Vous allez voir que ça n'est pas du tout le cas. En particulier, la première étude, c'est exactement le même type de confusion qu'elle a fait dans son étude, par rapport à l'étude sur la candidose dont je parlais tout à l'heure. Elle cite une étude qui dit en fait l'opposé de ce qu'elle dit. Mais on va le voir tout de suite, je vous laisse l'écouter. Je l'ai mis en vitesse 1,5 pour pas que ce soit trop long. C'est parti. Tous les faits que je vais évoquer dans cette vidéo ont été prouvés scientifiquement. Ce ne sont ni des hypothèses, ni des articles vaguement scientifiques qui retravaillent les informations à leur sauce. C'est pourquoi vous... Voilà, donc là c'est vraiment ironique et c'est pour ça qu'en fait les gens ne vont même pas aller lire les études parce qu'elle affirme que c'est des faits scientifiques et qu'on ne peut pas dire l'inverse et que c'est appuyé sur ces études qu'elle cite en vidéo, sous la vidéo. Mais les gens, allez lire les études. Ça me fait halluciner. Le lien de toutes les études en description. Parlons tout d'abord de testostérone, l'hormone masculine par excellence, puisqu'elle est associée à la performance, à la fonction reproductrice, à l'entretien de la masse musculaire et à la pousse des cheveux. Nous allons donc nous intéresser à cette hormone mâle à travers une étude sur l'IGF-1, qui est une hormone de croissance qui est produite essentiellement par notre foie. Nous la produisons toute notre vie, et si elle est produite en bonne quantité, elle est très utile à notre organisme. Par contre, si elle est produite en trop grande quantité, elle peut par exemple favoriser la croissance des cellules tumorales et donc favoriser les cancers. Plus vous mangerez de protéines animales et plus vous aurez d'IGF-1 dans votre sang. Ok, mais en... Alors, donc, ce qu'elle dit là, c'est vrai, mais en fait, ce qu'elle sous-entend, c'est que manger des produits animaux, ça
favorise le cancer, ou on peut même comprendre que ça provoque des cancers. Alors l'IGF-1, en effet, c'est une hormone de croissance, et par définition, une hormone de croissance, c'est quelque chose qui va accélérer la multiplication des cellules dans notre corps. Cette hormone de croissance-là, on va l'avoir en plus ou moins grande quantité dans notre sang, dans notre corps, selon les moments de la vie. Là où on en a le moins, c'est pendant la petite enfance et pendant la vieillesse. Et pendant la croissance des enfants, on en a de plus en plus, puisque c'est ce qui fait que l'enfant va grandir et devenir ensuite un adulte. Là où on en a le plus dans toute notre vie de cette hormone de croissance, c'est pendant la puberté. Hein. C'est pour ça que très vite, en quelques petites années, on va complètement changer, on va beaucoup grandir, on va avoir une croissance musculaire beaucoup plus efficace, une croissance des os beaucoup plus efficace, du cartilage, des tissus. On va avoir aussi une meilleure réparation de notre ADN. Donc tout ça, c'est pendant notre puberté, quand on a le plus haut niveau de cette hormone de croissance. On en a toujours pas mal dans notre âge adulte, et puis comme je disais, après ça décline avec l'âge. Donc, une hormone de croissance, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui effectivement accélère la multiplication des cellules. Donc oui, si vous avez un cancer, avoir plus de cette hormone de croissance, ça va accélérer le développement de ce cancer. Et oui, plus on mange de viande, plus on mange de produits animaux, plus on a cette hormone de croissance dans le corps. Ce qui est positif, tant qu'on n'a pas de cancer. Par contre, là où, quand on l'écoute, on peut faire un amalgame qui est faux, c'est de dire cette hormone de croissance provoque le cancer. Non, c'est pas vrai, cette hormone de croissance ne provoque pas le cancer. Bon, après, là, c'est pas exactement ce qu'elle dit, mais c'est ce qu'on peut sous-entendre. Après, ce qui va causer le cancer, ça va être une intoxication aux produits chimiques, des métaux lourds, des choses comme ça. Donc, c'est une intoxication généralisée du corps, en fait, le cancer. Donc oui, si vous avez un cancer qui est provoqué par une intoxication, effectivement, avoir plus de cette hormone, ça va accélérer ce cancer. Mais attention à ne pas faire d'amalgame sur les produits animaux provoque le cancer, ce qui n'est pas le cas. On y vient. Une étude datant de l'année 2000 prouve que plus les hommes diminuent leur consommation de viande et plus ils ont un taux de testostérone élevé. Moins les hommes consomment de viande, plus ils ont de testostérone. Alors, je suis allée voir cette étude, donc c'est la première. Hop, en fait, je l'avais déjà ouverte, elle est ici. Hop, donc je vais vous épargner mon accent anglais, je ne vais pas vous le lire en anglais. Je vous l'ai traduit ici en français. Donc vous voyez, c'est une étude qui fait quelques lignes, 5 lignes, et donc qui met en parallèle cette hormone de croissance et les androgènes chez les hommes véganes. Alors, c'est cette partie-là que je vous ai traduit, l'extrait, hop, c'est un court extrait, que je vous ai traduit ici sur DeepL. Donc ça nous dit... Le taux sérique moyen de facteurs de croissance analogue à l'insuline 1, et donc l'hormone de croissance dont on parlait tout à l'heure, donc était inférieur de 9% chez les hommes végétaliens par rapport aux mangeurs de viande et aux végétariens. Les végétaliens, donc les véganes, avaient des niveaux de testostérone plus élevés que les végétariens et les mangeurs de viande. Elle s'est arrêtée là. C'est une étude qui fait 5 lignes. Cette phrase lui convenait, ça allait dans son sens, dans le sens de ses biais, elle s'est arrêtée là, elle n'a pas lu le reste de l'étude. Donc si on s'arrête là, effectivement, les végétaliens, donc les véganes, ont des taux de testostérone plus élevés que les mangeurs de viande et les végétariens. Mais voici la suite de l'étude. Mais cela était compensé par une globuline de liaison à l'hormone sexuelle plus élevée, et il n'y avait pas de différence entre les groupes de régime dans la testostérone libre, le glucuronide d'androstanédiol ou l'hormone lutéinisante. Donc ce que ça nous dit là en fait, cette globuline de liaison à l'hormone sexuelle, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc cette étude nous dit que oui, ils avaient plus de testostérone, les végétaliens, mais ils avaient plus de cette globuline. Alors comment ça fonctionne ? Dans votre corps, vous avez donc la testostérone et la globuline qui lie la testostérone et qui lui permet de circuler dans le sang. Mais tant que la testostérone est liée à cette globuline, elle est inactive. Elle est inactive. Donc ce que nous dit cette étude, c'est que les végétaliens, donc les véganes, avaient plus de testostérone, mais ils avaient plus aussi de globuline qui rendait cette testostérone inactive. Et ça, elle oublie de nous le dire. Elle oublie complètement de nous le dire. Et à la fin de l'étude, ça nous dit qu'il n'y avait pas de différence dans les différents groupes au niveau de la testostérone libre, qui est la testostérone réellement efficace, réellement biodisponible. Il n'y avait pas de différence entre les véganes, les végétariens et les mangeurs de viande. Donc là, en fait, elle nous raconte que donc manger
moins de viande, ça va vous donner plus de testostérone et donc vous allez avoir moins de problèmes d'impuissance et retrouver votre libido. Ce qui est complètement contradictoire avec l'étude qu'elle nous cite. D'accord? Je vous remets ce court extrait. Une étude datant de l'année 2000 prouve que plus les hommes diminuent leur consommation de viande et plus ils ont un taux de testostérone élevé. Voilà. Vous avez... C'est bon, j'ai été claire. Elle a oublié de dire le reste de l'étude qui dit donc que oui, ils ont plus de testostérone, mais ils ont plus aussi de la globuline qui la rend inactive. Et ici, on a une étude, je vous ai trouvé une étude sur ce sujet-là, que je vous ai traduit ici. Donc c'est une étude qui s'appelle Diet and Sex Hormone Binding Globulin, donc la globuline dont on vient de parler. Et donc ça nous dit ici, les régimes pauvres en protéines chez les hommes âgés peuvent entraîner des taux élevés de SHBG et une diminution de la bioactivité de la testostérone. Donc là, ça va complètement à l'inverse de ce qu'elle était en train d'essayer de nous faire croire. Elle essayait de nous faire croire que manger moins de protéines animales, ça vous donne plus de testostérone. La diminution de la testostérone biodisponible peut alors entraîner une baisse de la fonction sexuelle et de la masse musculaire et érythrocytaire et contribuer à la perte de densité osseuse. Les niveaux de testostérone biodisponible sont inversement liés au niveau de SHBG. Une autre approche pour augmenter la testostérone biodisponible consisterait à diminuer les niveaux de SHBG, que les véganes ont en très grande quantité dans leur sang, qui sont influencés par un large éventail de facteurs, notamment l'âge, le poids et l'alimentation. Les végétariens, femmes et hommes, auraient des taux de SHBG accrus par rapport aux non-végétariens, ce que nous montre aussi l'autre étude qu'elle nous a citée, que les végétaliens ont plus de SHBG que les autres. Plus l'apport en protéines est faible, plus la concentration de SHBG est élevée. Cela reflète nos découvertes chez les lapins, blablabla. En pratique, la relation inverse entre protéines et SHBG suggère que chez les hommes âgés, un régime hyperprotéiné pourrait augmenter la testostérone biodisponible et atténuer les effets de la diminution de cette hormone liée à l'âge. Et puis après, ça nous dit que le mécanisme de l'apport en protéines par rapport au SHBG est incertain. On sait qu'il y a un rapport avec l'insuline. Voilà, l'insuline est l'un des principaux facteurs de contrôle de la synthèse de SHBG. Il a été démontré que cet apport en protéines augmente les niveaux d'insuline et que l'insuline réduit les niveaux de SHBG. Donc on pourrait en déduire que les glucides aussi augmentent les niveaux d'insuline, donc que une consommation de glucides augmenterait aussi réduirait les niveaux de SHBG et donc augmenterait la testostérone. Mais justement, on continue l'étude, ça nous dit l'effet des protéines sur la SHBG pourrait être médié en partie par son effet sur l'insuline, avec un faible apport en protéines conduisant à de faibles niveaux d'insuline et la libération de l'inhibition de la synthèse des SHBG. Si tel devrait être le mécanisme par lequel les protéines affectent les niveaux de SHBG, on s'attendrait à ce que l'apport en glucides soit un stimulus qui est un stimulus pour la libération d'insuline, affecte également les niveaux de SHBG. Cependant, nous n'avons trouvé aucune relation significative entre l'apport en glucides et les niveaux de SHBG lorsqu'ils sont testés par simple corrélation ou en contrôlant d'autres facteurs. Par conséquent, il est probable que la relation entre l'apport en protéines et les niveaux de SHBG implique plus qu'un effet possible sur l'insuline, mais nos données ne permettent pas de savoir ce que cela peut être. Donc, ce qui conclut dans cette étude, c'est que plus vous mangez de protéines, moins vous avez de SHBG qui inhibe la testostérone. Il suggère que c'est peut-être parce que manger plus de protéines, ça provoque plus de libération d'insuline. Mais si c'était vraiment ça qui expliquait le faible taux de SHBG, alors manger des glucides qui eux aussi provoquent une plus grosse libération d'insuline provoquerait aussi une baisse des SHBG, sauf que ce n'est pas le cas. C'est que les protéines, la consommation de protéines, qui fait baisser cette globuline qui se lie à la testostérone et qui la rend donc inactive. Donc voilà, ça c'est une étude que je vous ai trouvée qui dit, qui confirme ce que dit l'étude qu'elle cite, mais ces deux études-là disent l'opposé de ce qu'elle affirme dans sa vidéo. Voilà, donc c'est pour vous montrer à quel point cette youtubeuse est sérieuse dans ses recherches. Donc maintenant, continuons la vidéo. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant du phénomène d'impuissance en lui-même. Comme nous le démontre une seconde étude, les protéines animales combinées aux graisses saturées qu'elles contiennent ont un effet sur la paroi des vaisseaux sanguins. Par exemple, un repas avec beaucoup de graisse animale, comme par exemple de la crème, va produire une constriction des vaisseaux sanguins. Et on voit que le phénomène est totalement inversé lorsqu'on fait un repas de glucides. Une autre étude... Alors voyons, cette étude dont elle nous parle, hop, elle est ici, hop, je vous l'ai déjà ouverte, donc là-bas, je vais revenir là-bas, donc Effect of a single high-fat meal on endothelial function in healthy subjects. Ok, je vous l'avais ouvert ici, et je vous ai traduit donc
des parties de cette étude qui nous intéressent. Donc, ça nous dit, cette étude nous dit, alors donc elle nous dit que cette étude nous raconte que la consommation de graisse animale saturée provoque une constriction des vaisseaux sanguins et impliquant du coup une mauvaise circulation sanguine, etc. Alors, j'ai lu cette étude et c'est vrai que c'est ce que ça dit. Elle dit ça. Bon, là, c'est juste un extrait. C'est ce que, en tout cas, l'extrait nous dit. Voilà. Donc cet extrait, ce qui nous dit, les lipoprotéines riches en triglycérides associées à un régime riche en graisse ont également été suggérées comme athérogènes, donc qui abîment les artères. Pour évaluer l'effet direct des lipoprotéines riches en triglycérides postprandiales sur la fonction endothéliale, un facteur précoce de l'athérogénèse, 10 volontaires sains ont été étudiés avant, pendant et 6 heures après des repas isocaloriques, de même calories, uniques, riches ou faibles en graisse. La vasoactivité dépendante du débit a diminué de 21% avant le repas à 11%, 11% et 10% respectivement de 3 et 4 heures après le repas riche en graisse. Donc effectivement, on voit que le débit sanguin a diminué après un repas riche en graisse comparé au repas pauvre en graisse. Ces résultats démontrent qu'un seul repas riche en graisse altère transitoirement la fonction endothéliale. Ces résultats identifient un processus potentiel par lequel un régime riche en graisse peut être athérogène. Donc, effectivement, quand on lit l'extrait, on voit que effectivement, un repas riche en graisse, ça fait baisser le flot sanguin et c'est délétère pour nos artères. Alors, j'ai voulu voir plus de détails. Malheureusement, comme je vous disais, cette étude, c'est juste un extrait et on ne peut pas accéder gratuitement à l'étude complète. Bon, alors, j'ai pris sur moi et j'ai acheté, en tout cas, j'ai loué l'étude pour 24 heures pour la voir en entier. Et elle est ici, cette étude. Ça, c'est l'étude entière avec tous les détails. Pourquoi je voulais avoir les détails? Parce que dans cette étude, il nous parle d'un régime riche en graisse et d'un régime pauvre en graisse, mais sans aucun détail. Donc un régime riche en graisse, c'est quoi? Elle nous parle de graisse saturée et elle nous parle de crème dans sa vidéo. Et je voulais savoir si vraiment cette étude nous parlait, était portée sur un régime riche en graisse, donc saturé et en crème. Et donc je voulais avoir voilà, ces détails-là de ce régime. Voilà, donc le détail de ces deux régimes est ici. Alors, on a le régime riche en graisse qui fait 900 calories et le régime pauvre en graisse qui est aussi à 900 calories. Le régime riche en graisse, il a 50 grammes de graisse, 14 grammes de graisse saturée et 255 grammes de cholestérol. Et l'autre régime pauvre en graisse, il a 0 grammes de gras et il a 13 mg de cholestérol. Alors, c'est quoi ce régime riche en graisse? Eh bien, c'est un repas McDo. C'est un repas McDo avec un Egg McMuffin, un Sausage McMuffin et 2 hash brown patties et une boisson sans café, enfin décaféinée. Ok. Et le régime pauvre en graisse, enfin le repas pardon, pauvre en graisse, il s'agit de cornflakes de Kellogg's avec du lait écrémé et du jus d'orange. Alors, voyons voir. Leur régime riche en graisse, c'est un repas McDo. Voyons ce qu'il y a dans le Egg McMuffin, le Sausage McMuffin et les hash brown patties. Je vous ai trouvé ça ici, donc le Egg McMuffin. Voilà les ingrédients. On a de la farine de blé enrichie, c'est-à-dire enrichie en vitamines et minéraux isolés, donc délétères pour la santé, comme j'explique dans beaucoup de mes vidéos. On a encore ici de la farine. Bon, évidemment, hein, là, on parle du pain. Hein. Et on a ici des huiles végétales de colza et de soja. On a aussi du sel, on a aussi des sucres, et puis on a tout un tas d'additifs plus ou moins chimiques ici. Dans l'œuf, heureusement, on n'a que de l'œuf, cuit dans du beurre, et ici, dans le bacon, on a du porc, encore heureux, mais on a aussi du sucre, du sel et un tas d'additifs plus ou moins chimiques avec des arômes de fumée, du sodium nitrite, etc. Qu'est-ce qu'on a dans le fromage? On a donc du lait, on a du sel, on a une culture bactérienne et puis on a encore un certain nombre d'additifs ici. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans le Sausage McMuffin? Donc au niveau du pain, ça va être les mêmes ingrédients que vous avez là. Au niveau de la saucisse, vous avez du porc, du sel,
des sucres dextrose hyper nocifs pour la santé de votre système circulatoire, du sucre, du glucose et des épices. Et puis après, dans le fromage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, donc, on a les hash brown patties. Et quels sont les ingrédients? Donc, on a des pommes de terre. Et puis, on a à nouveau de l'huile végétale de colza. On a de l'huile de soja hydrogénée, hyper toxique, et en particulier toxique pour le système circulatoire. J'ai écrit un article sur mon blog sur le danger des huiles végétales et je vais juste vous lire un tout petit extrait sur les graisses hydrogénées, puisque là on vient de parler d'huile de soja hydrogénée. Donc l'hydrogénation, c'est le processus qui transforme les graisses polyinsaturées normalement liquides à température ambiante en graisses solides à température ambiante, comme c'est le cas de la margarine. Alors, pour les produire, je ne vais pas tout vous lire, mais vous pourrez aller sur mon site pour lire l'article en entier. Mais donc, pour produire ces graisses hydrogénées, on va prendre les huiles les moins chères, qui sont déjà rances à cause de leur processus d'extraction à base d'hexane, qui est un produit dérivé du pétrole, extraction par la chaleur aussi, qui détruit complètement les acides gras, en particulier les plus fragiles. Et ensuite, il mélange cette huile avec des particules métalliques, généralement l'oxyde de nickel, qui est toxique en soi. Et à nouveau, on va avoir des hautes températures, des hautes pressions, on va avoir des émulsifiants. Après, ça donne une couleur grise et une mauvaise odeur, donc ça va être nettoyé à la vapeur. On va rajouter des colorants et des arômes. Et puis ici, donc je vous détaille dans cet article la différence entre les formes cis, formes trans des acides gras. Une fois en place, les acides gras trans, donc c'est ce qui devient de ces acides gras, hein, une fois qu'on les fait passer par tous ces processus qui les rend hydrogénés. Donc les acides gras trans avec leurs atomes d'hydrogène mal placés font des ravages dans le métabolisme cellulaire, car les réactions chimiques ne peuvent avoir lieu que lorsque les électrons dans les membranes cellulaires sont dans certains arrangements modèles que le processus d'hydrogénation a perturbé. Les huiles de friture utilisées dans les chaînes de fast-food et dans de nombreux restaurants sont des graisses hydrogénées, donc hautement toxiques. Bon, je vous laisserai encore une fois lire tous les détails. Et puis après, évidemment, ça c'est mon blog, mon article à moi, mais qui repose lui-même sur plusieurs articles et études que j'ai mis à la fin de cet article. Donc, revenons à notre étude. Donc, ce qui permet à cette étude d'affirmer que les régimes riches en graisse causent des problèmes d'athérosclérose et donc des problèmes circulatoires de manière générale comparés à des régimes pauvres en graisse, c'est ça. C'est un régime McDo contre un bol de céréales. Est-ce que ça nous dit vraiment, est-ce que ça fait vraiment une comparaison entre la consommation de gras et la consommation de glucides? Je suis désolée, mais non. On a vu que dans ce repas-là, il n'y a pas juste du gras. Il y a du gras, oui, mais pas seulement du gras saturé, du gras animal. Il y a aussi beaucoup d'huile végétale, comme on l'a dit. Il y a du sucre, il y a plein d'additifs. Aux États-Unis, en général, quand vous avez des farines de quoi que ce soit, ça va être génétiquement modifié. Voilà, vous avez encore du sucre ici, vous avez du sucre partout et vous avez des huiles végétales partout, sans parler de tous les autres additifs chimiques. Donc, dans tous ces aliments, entre guillemets, McDo. Donc pour moi, cette étude ne vaut rien. Cette étude aurait été valable s'ils avaient donné deux régimes équivalents, juste en enlevant les graisses saturées dans l'un et en les gardant dans l'autre. Par exemple, ils auraient pu faire, au lieu de faire le repas riche en graisse qui consiste en ce repas McDo et le repas sans graisse qui consiste en quelque chose de complètement différent, donc des cornflakes, une étude digne de ce nom, elle aurait fait le repas McDo, normal, avec les ingrédients normaux, pour le groupe riche en graisse, et pour le groupe pauvre en graisse, ils auraient gardé exactement le même repas avec exactement les mêmes ingrédients et juste en enlevant le gras saturé. Et là, les résultats nous auraient indiqué quelque chose. Mais là, dans cette étude, il y a tellement de choses mélangées qu'ils n'ont pas isolé le gras saturé dans ce repas-là. Ça ne peut pas nous donner une indication sur l'effet du gras saturé sur les artères. Et donc, j'ai voulu trouver une autre étude, parce que là, dans cette étude, ils nous parlent de l'hypoprotéine riche en triglycérides, que eux, ils associent à un régime riche en graisse. C'est l'hypoprotéine riche en triglycérides. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, les triglycérides, c'est des lipoprotéines qui sont
provoquée par une consommation excessive de glucides. C'est pour ça que j'ai un peu bugué quand j'ai lu cette étude. Là, il faisait vraiment le rapport entre les triglycérides et la graisse saturée. Donc, comme on l'a vu d'une part, en fait, c'est parce qu'il nous parle de repas McDo qui provoquent plus de triglycérides dans le sang, mais eux, dans cette étude, ils ont conclu que c'est par rapport au gras saturé. Mais dans une autre étude qui nous parle des mêmes lipoprotéines riches en lipoprotéines riches en triglycérides, donc cette étude-là. Donc c'est une étude qui porte sur l'hyperlipoprotéinémie et les maladies cardiovasculaires. Donc je vous ai traduit ici l'étude et ça nous dit que les lipoprotéines riches en triglycérides, leur fonction c'est de transporter les triglycérides provenant du foie vers des organes tels que le tissu adipeux pour le stockage et le muscle pour fournir l'énergie. La molécule de triglycérides est assemblée à partir d'acides gras provenant du tissu adipeux ou du glucose. Ainsi, toute augmentation substantielle du flux d'acides gras libres provenant de réserves de graisse, comme dans le cas du diabète sucré et de l'obésité, ou une consommation accrue d'hydrates de carbone, c'est-à-dire de glucides, stimulera la production de triglycérides et la sécrétion par le foie de lipoprotéines de très faible densité. Étant donné qu'un régime riche en glucides aggrave généralement l'hypertriglycéridémie, on parle parfois d'hyperlipidémie induite par les glucides. Donc cette étude, elle porte sur les triglycérides qui viendraient d'une consommation excessive de glucides. Et donc moi, ce que j'en conclus par rapport à cette étude-là qui nous dit que c'est un régime riche en graisse qui provoque plus de triglycérides et donc plus de problèmes cardiovasculaires, cette étude-là, en fait, elle porte sur des repas McDo qui sont riches, d'accord, en graisse saturée, mais qui sont aussi riches en graisse animale, végétale, complètement rance, transformée, hydrogénée, et en sucre et en autres produits chimiques qui provoquent des problèmes cardiovasculaires. Donc, ma conclusion, c'est que les problèmes cardiovasculaires ne sont pas causés par le gras animal saturé, mais par les additifs chimiques qu'il y a dans ce repas McDo. En fait, on ne peut pas savoir exactement, puisque, comme je vous dis, ils n'ont pas isolé ce qu'ils auraient dû isoler pour vraiment faire une comparaison correcte. Mais il y a tellement de choses toxiques dans le repas McDo qu'on ne peut pas en déduire que c'est le gras saturé du repas McDo qui abîme vos artères. Donc, une étude qui vaut 0. Cette étude-là, elle ne vaut rien. Et elle, notre youtubeuse, s'appuie sur cette étude-là. Alors, continuons. Continuons la vidéo. Une autre étude va encore plus loin et prouve qu'une alimentation pauvre en graisse saturée détend la paroi des vaisseaux sanguins. Cette paroi devient rigide lorsqu'on consomme de la viande. Mais ce n'est toujours pas tout. Alors, voyons cette troisième étude. Donc cette troisième étude, hop, qui est ici, que je vous avais déjà ouvert là-bas, je reprends les choses dans l'ordre, et que je vous ai traduite ici. Alors, nous avons cherché à savoir si les variations de lipides sanguins et de la protéine C-réactive plasmatique induites par un régime pauvre en cholestérol et en graisse saturée étaient associées à des variations de la rigidité des grosses artères en cas d'hypercholestérolémie. Alors déjà ici, cette étude a noté qu'elle parle de grosses artères. Ok, large artery stiffness, donc de rigidité des grosses artères. Elle nous cite cette étude pour parler de l'impuissance. Hein, comment avoir un bon flux sanguin qui arrive au pénis. Et elle nous dit, elle se sert de cette étude pour nous parler de flux sanguin qui arrive au pénis. Alors déjà, première erreur, puisque ici, on ne parle pas de flux sanguin dans les petits vaisseaux, on en parle dans des grosses artères. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec son sujet. Donc là, elle se trompe complètement de sujet. Mais bon, bref, admettons et continuons la lecture de cette étude. 35 patients atteints d'hypercholestérolémie primaire et 15 sujets ont été recrutés pour l'étude. Les patients hypercholestérolémiques ont suivi pendant 8 semaines un régime pauvre en cholestérol et en graisse saturée. Les caractéristiques ont été mesurées au départ et après le régime. La rigidité artérielle et les niveaux de protéines C réactives étaient plus élevés chez les patients hypercholestérolémiques que chez les témoins. Des réductions significatives du poids corporel, du cholestérol total et du cholestérol à lipoprotéines de basse densité, de la protéine C réactive et de la rigidité artérielle
ont été obtenus chez les patients hypercholestérolémiques après le régime de 8 semaines. Donc cette étude, si on la lit rapidement comme ça, sans entrer dans les détails, effectivement, on voit que ces personnes-là, quand elles ont fait un régime pauvre en graisse saturée et en cholestérol, eh bien, elles avaient moins de rigidité artérielle. Mais là, encore une fois, il faudrait lire les détails de cette étude. Alors, j'ai déjà payé pour obtenir les détails de l'étude précédente, là, dont je vous parlais tout à l'heure. J'avais pas envie d'acheter encore une autre étude pour voilà, regarder les détails. Donc, je n'ai pas acheté l'étude pour pouvoir la lire en détail, mais on peut penser qu'il y a déjà qu'il y a à nouveau un problème à ce niveau-là, comme on a vu sur l'autre étude. C'était quoi ce régime pauvre en cholestérol et pauvre en graisse saturée? Est-ce que le régime que ces patients suivaient avant l'expérience était un régime classique américain, plein de produits transformés, plein de McDo, etc., qui leur avait donné leurs problèmes cardiovasculaires? Et est-ce que ces patients-là, ils les ont fait passer pour l'étude sur une alimentation type méditerranéen, c'est-à-dire sans produits transformés, et donc beaucoup plus sain qu'un régime américain typique? Voilà, on ne le sait pas quand on lit que l'article. Donc, comme pour l'étude précédente, on ne sait pas les détails, il faudrait voir les détails. Comme je vous dis, j'avais pas envie d'acheter encore un article, mais par contre, ce que je veux vous montrer là, c'est que on peut regarder encore d'autres études qui vont en fait nous dire l'exact opposé de cette étude-là. Encore une fois, pourquoi? Parce que ça dépend des détails de ce qu'on regarde, ça dépend exactement de ce qu'ils ont testé, analysé dans cette étude, ça dépend de ce qu'ils ont donné aux gens, ça dépend de l'état de santé de base des gens, etc. Il y a tellement de facteurs impliqués dans les différentes études que si vous ne lisez pas les détails, vous pouvez vraiment trouver n'importe quoi. Vous pouvez prouver tout et son contraire avec des études. Donc ici, je vous ai trouvé une autre étude qui contredit la précédente. Cette étude, ça s'appelle en anglais Worsen Arterial Stiffness in High Risk Cardiovascular Patients with High Habitual Carbohydrate Intake. Donc, je vous ai traduit des parties de cet article. Donc, ça, c'est le titre. Aggravation de la rigidité artérielle chez les patients à haut risque cardiovasculaire ayant une consommation habituelle élevée d'hydrates de carbone. Des études antérieures ont suggéré qu'une consommation élevée de glucides alimentaires est associée à un risque cardiovasculaire accru en raison de l'augmentation des taux de triglycérides. Donc là, ça contredit complètement tout ce que dit cette youtubeuse qui prône dans toutes ses vidéos une alimentation riche en glucides et qui nous dit dans cette vidéo que je suis en train de critiquer aujourd'hui qu'il vaut mieux un régime riche en glucides qu'un régime riche en graisse animale pour une bonne santé cardiovasculaire. Donc cette étude nous dit exactement l'inverse de ce qu'elle dit. Donc, donc une consommation élevée de glucides est associée à un risque cardiovasculaire accru en raison de l'augmentation des taux de triglycérides. C'est ce qu'on voyait dans les autres études. Les taux de triglycérides sont augmentés par une consommation accrue de glucides. Et voilà donc la conclusion de l'étude. Le régime riche en glucides est associé à une augmentation de la rigidité artérielle chez les patients atteints d'une maladie cardiovasculaire établie ou présentant un risque équivalent. Donc là, elle était en train de nous dire dans la vidéo que un régime riche en graisse augmente la rigidité artérielle. Et ben moi, je vous ai trouvé une autre étude qui dit que c'est un régime riche en glucides qui augmente la rigidité artérielle. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Donc ici, comme pour l'autre vidéo que j'avais critiquée d'elle, on voit qu'elle utilise des études qu'elle transforme complètement. On ne sait même pas si elle les a lues, ou elle les a lues à moitié, ou elle les a même pas lues, elle les a trouvées chez quelqu'un qui disait quelque chose qui l'arrangeait, elle a copié-collé et c'est tout ce qu'elle a fait. C'est pas du travail sérieux. Et tout le monde est responsable dans cette histoire. C'est pas que elle est encore plus responsable puisqu'elle transmet des fausses informations dans ses vidéos, mais les gens qui la regardent doivent être responsables et doivent lire les études qu'elle met en lien. Moi c'est pareil, j'ai plein de vidéos dans lesquelles je mets des études en lien dans la description de la vidéo. Allez les lire. Si vous avez un doute, si pour vous ce que je dis ne fait pas de sens, allez lire les études que je mets en lien dans mes vidéos. Et au-delà des études, je viens de vous prouver dans cette vidéo que on prend un sujet, on peut trouver une étude qui dit blanc sur ce sujet et on peut trouver une autre étude qui dit noir sur le même sujet. Vous pouvez prouver avec une étude que le gras rend vos artères rigides et vous pouvez trouver une autre étude qui dit que c'est pas le gras qui rend les artères rigides mais que c'est les glucides. Donc
les études se contredisent. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier seulement aux études. Et c'est pour ça que j'explique dans plein de vidéos que moi, mes sources de ce que je raconte dans mes vidéos, c'est pas seulement les études. J'utilise les études scientifiques. Oui, mais c'est pas suffisant parce qu'elles peuvent se contredire. Parce que, comme je l'expliquais, il peut y avoir plein de détails qu'il faut regarder qui font que justement elles vont se contredire. Des détails donnés ou pas donnés selon les extraits qu'on regarde, etc. Donc ne s'appuyer que sur des études pour affirmer des choses, c'est loin, très très loin d'être suffisant. Donc moi je m'appuie sur les études scientifiques, mais pas que. Je m'appuie sur la sagesse ancestrale. Nos ancêtres savaient très bien ce qu'ils faisaient. Nos ancêtres avaient une très bonne santé comparée à nous. Nous, on est bourrés de maladies modernes à cause de notre mode de vie moderne, de la transformation de nos aliments, etc. Si vous ne me croyez pas sur le fait que nos ancêtres étaient en bien meilleure santé que nous, lisez le livre de Weston Price, Nutrition and Physical Degeneration. Ça existe en français, ils l'ont traduit en français, le livre est disponible sur Amazon, ça s'appelle Nutrition et dégénérescence physique. Le docteur Weston Price a voyagé dans le monde entier dans les années 1930 pour aller à la rencontre de tribus isolées qui vivaient loin de la civilisation et donc qui vivaient de leur diète ancestrale et de leur façon de vivre générale ancestrale, donc non contaminée par la société moderne. Et Weston Price a vu que ces tribus-là avaient une excellente santé. Ils ne connaissaient pas la grande majorité de nos problèmes de santé, de nous, blancs, qui vivent dans cette société moderne. Donc, moi, je m'appuie beaucoup sur la sagesse ancestrale, sur la façon de vivre de nos ancêtres. Et on voit que nos ancêtres vivaient tous d'une alimentation complète qui contenait des protéines animales, du gras animal, de protéines végétales également, mais en moindre quantité, qui contenait des glucides sains non transformés, du pain au levain, etc. Et qui contenait des légumes et des fruits. Il n'y avait pas de produits transformés et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui ruine la santé des gens maintenant et depuis plus d'un siècle? Ce sont les produits transformés. En fait, il ne faut ni diaboliser les protéines, ni les glucides, ni les graisses, à partir du moment où ils ne sont pas transformés. C'est la transformation et le raffinage de ces macronutriments qui les rendent toxiques et l'ajout aussi d'additifs chimiques qui les rendent toxiques. Donc ça c'est une deuxième chose, la sagesse ancestrale. J'utilise aussi le bon sens et j'utilise aussi mon expérience personnelle. Alors ces deux dernières choses, évidemment, c'est subjectif, mais je vous encourage vraiment à les utiliser. Moi, mon bon sens, il me fait dire que ça me paraît pas plein de bon sens d'éliminer les produits animaux, d'éliminer les graisses de votre alimentation et de manger comme elles avec que des glucides, ou je ne sais pas combien de pourcents elle mange des glucides, mais c'est quasiment que des glucides, et aucune protéine animale et aucune graisse animale. Quand on en revient au point numéro 2, nos ancêtres n'ont jamais été véganes. Ils ont toujours consommé des protéines animales et du gras animal. Alors on va me sortir que dans certaines parties d'Inde, ils mangent pas de protéines animales. Déjà, c'est faux parce qu'ils en mangent tous à un degré plus ou moins important. Et puis après, si vous me sortez, je ne me souviens plus du nom d'une petite portion des hindous qui ne mangent pas de protéines animales. Déjà, c'est minime. Vous avez un exemple dans toute l'humanité de quelques personnes qui ne mangent pas de protéines animales. Il faut voir après quelle est leur santé. Mais 99% de l'humanité a toujours mangé des produits animaux, en plus ou moins grande quantité, parce qu'évidemment, ça dépend d'où on regarde. Le Dr Weston Price l'a bien remarqué, il y avait des tribus dans certaines parties du monde qui en mangeaient plus que d'autres, mais tous en consommaient. Et le quatrième point qui est l'expérience personnelle, moi c'est mon expérience personnelle, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui marche pour moi, quel type d'alimentation me fait sentir le mieux, et l'expérience des personnes autour de moi, quel type d'alimentation rend les gens autour de moi en bonne santé, ou quel type d'alimentation je vois qui dégénère les gens autour de moi. Donc, encore une fois, ça c'est une observation très très subjective, mais je suis désolée, pour en revenir à son sujet de l'impuissance et de la libido, moi mon expérience me montre que les gens qui mangent un régime riche en protéines animales, alors encore une fois, bien sûr, on met de côté les gens qui mangent ultra transformés et qui mangent du McDo et ce genre de choses, mais si on s'en tient à des groupes de personnes qui mangent sain, c'est-à-dire non transformés, donc par exemple des personnes qui suivent le régime paléo,
donc sans produits transformés, mais qui mangent des protéines animales, de la graisse animale, ils mangent beaucoup de légumes aussi, ils mangent des glucides sains, non transformés, comme des pommes de terre, ce genre de choses. Donc si on regarde des hommes qui mangent le régime paléo et des hommes végétaliens, donc véganes, je suis désolée, il vous faut pas un sens de l'observation hyper pointu pour voir que ceux qui sont le plus costauds, avec les muscles les plus développés et une meilleure libido, ce sont les hommes du régime paléo. Quand on regarde des véganes, ils sont toujours hyper maigres, hyper fins, ils ne transpirent pas du tout la vitalité, ils ont l'air fatigués, ils sont recroquevillés, et il y a énormément de véganes qui perdent leurs érections matinales. Il y a énormément de véganes qui perdent leur libido. Après, tout dépend de à quel moment vous en êtes de votre véganisme. Forcément, si c'est dans les premiers mois, vous n'aurez pas vraiment de différence. Mais des hommes véganes depuis plusieurs années, je peux vous dire que moi j'en ai connu qui n'avaient plus de libido. Et quand ils ont remangé de la viande, quand ils ont arrêté d'être véganes, leur libido est revenu. Leurs érections matinales sont revenues. Voilà, donc je vais pas m'attarder plus longtemps sur cette vidéo, mais voilà, cette youtubeuse est un très très bon exemple du cherry picking d'études scientifiques. C'est un très bon exemple de ce type de personne qui vous affirme des choses en vous faisant croire qu'elle se base sur des études, alors que en fait les études disent l'opposé de ce qu'elle raconte. Donc s'il vous plaît, ne gobez pas n'importe quoi. Et quand on vous parle de choses basées sur des études scientifiques, allez lire les études scientifiques pour au moins voir si ça correspond à ce que raconte la personne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, on peut en parler dans les commentaires. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!